Très bien, bon. Oui. Si. Là, c'est bon, là. Ah oui, ah ben là, c'est bon. Bon, ça fait bizarre. Donc, bonsoir à tous et bienvenue dans notre nouvelle salle de conseil municipal, puisque nous avons fait le choix de l'accessibilité, puisque notre salle du conseil municipal de la mairie étant située au 2e étage, ne permettait pas un accès facile aux personnes à mobilité réduite, notamment. Donc, nous avons décidé de nous installer dans la salle, du Club des aînés, où nous nous réunirons désormais. Voilà, donc je suis très heureux de vous y accueillir. Alors, avant de commencer notre séance de conseil municipal, il nous faut désigner un secrétaire ou une secrétaire de séance. Si mes souvenirs sont bons, c'est au tour des groupes d'opposition d'être... voilà, Monsieur Paillard. Alors, Monsieur Paillard, il sera secrétaire de séance. Donc, je vais ensuite procéder à l'appel. Alors, Françoise Loisy, Djemel Bensassi, Marie-Claire Loz, Robert Benazé. Donc, Marie-Christine Roch a donné délégation à Véronique Roux, puisqu'elle assiste au conseil d'administration du collège. Guy Desbonnets a donné procuration à Sébastien Massa. Véronique Roux, Sébastien Massa, Chantal Thomasin, absente, Jean Villain, Christian Correa, Michel Gouret, Angela Banita, Vincent Didier, Sylvie Roux, Carole Ginguelet, Marc-Olivier Bensassi, Cynthia Emmerich, Lucas Maurici, Denis Paillard, Dominique Macouk, Yacine Lala, Olivier Delmas, donc procuration, Monsieur Paillard, Laurence Large, Sandrine Agut-Bosc, Jean-Michel Garcia, Corinne Maurici et Hélène Pierson, donc, qui a donné procuration à Madame Macouk. Très bien, donc quand elle arrivera, elle sera comptée comme présente, bien sûr. Voilà, mais écoutez, donc je constate que le quorum est réuni et nous pouvons délibérer. Alors, Madame Agut-Bosc. Je vous remercie, Monsieur le maire. J'avais une question et je l'ai posée aussi en commission finance. J'étais étonnée du changement de salle pour aujourd'hui, pour cette séance en particulier, parce que pour moi, quand on changeait de salle du conseil municipal, c'était soit sur circonstances exceptionnelles, et ça c'était de la compétence du maire, soit c'était de manière définitive et c'était après délibération. Et quand j'ai posé la question en commission finance, on m'a dit oui, parce que j'étais étonnée même qu'il y ait besoin d'une délibération. Je ne savais pas exactement s'il fallait une délibération ou pas. On m'a confirmé qu'il fallait une délibération. Et du coup, j'ai été étonnée de l'enchaînement des choses. Je pensais que nous allions changer de salle après avoir voté la délibération. Et je suis du coup, voilà, je vous pose la question, est-ce qu'on est sûr de pouvoir tenir ce conseil municipal aujourd'hui dans cette salle, alors qu'on n'a pas évoqué des circonstances exceptionnelles ou circonstances particulières? Alors, on va délibérer tout à l'heure sur le changement de salle. Hein, j'entends, c'est voilà. Juste par anticipation, nous sommes ici et je m'interrogeais sur cette possibilité-là. Voilà. Alors, nous avons envoyé une demande de dérogation préalable aux représentants de l'État. Donc, nous pouvons délibérer valablement.
Voilà. Alors, avant d'aborder l'ordre du jour, nous avons l'information donc, sur les conventions qui ont été signées par le maire en application de notre délibération du 23 juillet 2020, donc qui vous a été transmise avec le dossier. Y a-t-il des questions ou des commentaires sur cette information? Alors, s'il n'y en a pas, je vous propose de passer au point suivant, qui est l'approbation des PV des conseils du 7 juillet et d'octobre dernier. Au passage, d'ailleurs, M. Payard, vous avez envoyé un mail pour demander la communication de ce PV. Il vous a été transmis avec le dossier. Voilà. Oui, ce PV a bien été transmis et nous l'avons trouvé également rectifié sur l'intranet de la commune, donc il n'y a aucun souci. Y a-t-il des questions ou des commentaires sur ces PV? Madame Acou? Moi, j'ai juste une observation sur le PV du Conseil du 20 octobre 2022. Je pense qu'il y a une erreur de retranscription, mais qui est minime. Mais en fait, page 20, j'avais demandé une précision et vous m'avez confirmé que les dossiers seront maintenant traités en mairie et non pas seront quand même traités en mairie. Donc, voilà, c'était juste une erreur matérielle de transcription. Je pense que je verrai avec Najma, c'est tout. C'est une bricole. Très bien. Donc, je vous propose de mettre au vote. Oui, monsieur. Monsieur le maire, je m'interroge sur le fait qu'on approuve les PV 3 mois et 4 mois après chacun des conseils, alors qu'il est prévu que ça soit approuvé au conseil suivant, simplement parce que ça rend compliqué le fait de relire l'ensemble du conseil en se reposant les questions, est-ce que c'est bien ce qu'on a fait, etc., est-ce qu'on a dit à ce moment-là. Si on pouvait essayer de rattraper ce temps de retard par rapport au conseil, parce qu'il est prévu qu'il soit approuvé dans le conseil suivant, je pense que ça serait utile, en tout cas pour la bonne information et la compréhension de tous. Ce serait plus facile pour tout le monde. Oui, enfin, celui de juillet avait été approuvé en septembre. Alors, vous aviez demandé des modifs qu'on a intégrés. Celui de octobre, donc on l'approuve aujourd'hui. Entre-temps, on en a eu 2. Bon, on va essayer d'aller effectivement de faire au mieux, mais enfin, on le fait en fonction de la charge de travail des services. D'autres commentaires? Monsieur Lala, oui. C'est par rapport à l'annulé remplace de la décision de 310. L'objet, si mes souvenirs sont bons, c'était identifié prestation et vous l'avez remplacé par travaux. C'est suite à nos remarques. Est-ce que c'est ça? C'est ça, oui. C'est ça, d'accord. Très bien, merci. Très bien, donc je vous propose de passer au vote. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Alors, délibération numéro 1. Délibération donc, qui acte le changement définitif du lieu de réunion du conseil municipal. Donc, vous connaissez l'historique, on évoque ce sujet depuis maintenant plusieurs mois. On a tous reconnu la nécessité d'avoir une salle de conseil qui est beaucoup plus accessible. D'ailleurs, on en parlait depuis plusieurs années. Et donc, nous avons décidé d'installer les tenues du conseil municipal dans cette salle, après l'avoir équipée, comme vous pouvez le constater, avec des micros tout neufs et un matériel de sonorisation qui nous permet d'échanger dans des conditions, d'ailleurs, au passage, plus confortables que celles qu'on avait au 2e étage de la mairie. Voilà, donc il vous est proposé d'adopter cette délibération pour acter la tenue du conseil municipal dans cette salle. Y a-t-il des questions? Alors, d'abord, Madame Agut-Bosc, après Monsieur Payard. Merci, Monsieur le maire. Aujourd'hui, si on peut se réjouir de ce changement de salle pour le conseil municipal qui permet à toute personne d'y assister, il n'en est pas de même sur la manière dont vous avez géré ce changement. Monsieur le maire, que se passe-t-il vis-à-vis du club de nos aînés? Dès votre arrivée à la tête de la mairie, vous avez diminué leur subvention qui est passée de 1 200 € à 800 €, soit une baisse de plus de 33%. Et aujourd'hui,
Sans véritable concertation, vous allez leur demander de quitter les lieux, je le mets entre guillemets bien sûr, 10 jeudis par an, ce qui représente 25% de leur activité. Quelle sera la prochaine étape? La suppression pure et simple de leurs subventions? Vous voudriez les voir disparaître, que vous ne vous y prendriez pas autrement. Le changement de salle proposé, à savoir le club de l'amitié, le club de nos aidés peut aller dans la salle de l'Oustal. C'est une option très compliquée pour nos anciens. En effet, ils doivent transporter cafetière, micro-ondes, bouilloire, tasses, verres, sucre, jeux de société, chose trop difficile pour eux compte tenu de leur âge. Tout cela alors que des solutions simples existent. Pourquoi ne pas faire peut-être le conseil municipal à l'Oustal? Ou pourquoi ne pas décaler le jour et ou l'horaire du conseil municipal? D'autres activités ont lieu dans cette salle. Le club n'en est pas à j'ai ma chaise qui tombe. Excusez-moi. Je finis mes propos, c'était pour m'empêcher. Tout cela alors que des solutions simples existent. Pourquoi ne pas faire le conseil municipal à l'Oustal? Pourquoi ne pas décaler le jour et ou l'horaire du conseil municipal? D'autres activités ont lieu dans cette salle, je vous remercie. Le club n'en a pas l'usage exclusif. Certaines sont plus facilement délocalisables que d'autres. Qu'est-ce qui empêche de faire le conseil municipal un lundi, un mardi, un mercredi ou alors un vendredi? J'ai le souvenir, monsieur le maire, d'intervention du groupe d'opposition dont vous faisiez partie, qui réclamait un horaire de tenue des conseils municipaux plus compatible avec une activité professionnelle. En effet, le simple décalage d'1h30 de l'horaire du conseil municipal permettrait de résoudre la problématique d'aujourd'hui. Le club pourrait paisiblement poursuivre ses activités le jeudi après-midi, faire l'effort de finir autour de 17h, 17h15. Le conseil municipal prendrait ensuite la place et les élus, qui pour certains sont en activité professionnelle, auraient plus de facilité pour y assister. Je vous remercie. Bien. Alors, sur ce sujet, donc, d'abord, je vous rassure, nous n'avons nulle intention d'étouffer le club du troisième âge, à qui nous portons une grande considération. Concernant les propositions que vous faites, alors moi, je m'étonne un petit peu parce qu'on en parle déjà depuis longtemps. Vous n'avez jamais rien dit, vous n'avez jamais rien évoqué sur ce sujet. Et puis maintenant qu'on vient de se transférer, tout à coup, vous découvrez que la localisation est problématique. Bon, s'agissant de la compatibilité des tenues du conseil avec les activités du club du troisième âge, il me semble quand même qu'avec un peu de bonne volonté de part et d'autre, ça me semble, la compatibilité ne me semble pas poser beaucoup de difficultés. Alors ensuite, le changement d'horaire ou de jour du conseil, je rappelle qu'on a fonctionné comme ça d'ailleurs depuis 2020, sans que ça gêne personne. On en a d'ailleurs discuté à plusieurs reprises, on n'avait jamais évoqué de difficultés à cet égard. On avait même des horaires un peu plus, on a même essayé la tenue des conseils municipaux plus tard. Et d'ailleurs, à l'époque, il me semble même que c'était à votre demande ou après nos échanges qu'on l'avait ramené à 18h30. Bon, honnêtement, moi, j'ai pas de préférence là-dessus. Hein. Si tous les conseillers municipaux sont d'accord, franchement, c'est pas vraiment un sujet. Ouais, Sébastien, tu voulais compléter? Oui, je veux simplement dire, Madame, vous êtes extraordinaire. On essaie toujours, on avance, on progresse, vous voyez. Vous, l'immobilisme, vous l'avez eu pendant 7 ans, même 8 ans, vous n'avez jamais trouvé de solution à quoi que ce soit. Nous essayons de trouver une solution, l'accessibilité pour les gens qui peuvent venir, vous, ça ne doit jamais effleurer, ça, le souci. Au deuxième étage, vous trouveriez normal donc les gens pouvaient passer, je ne sais pas, par la fenêtre, j'en sais rien. Donc voilà, on fait quelque chose, vous êtes toujours là en train de dire, on le sait, vous avez le monopole, donc toujours la contradiction, de dire ce que ça ne va pas, il n'y a pas de souci, madame, on enregistre. Mais enfin, là, encore une fois, vous bourrez complètement. Alors, monsieur Paillard. Monsieur le maire, d'abord, je souhaiterais que ce genre d'intervention
ce qui est une attaque personnelle ne soit pas toléré dans cette assemblée. Non, vous avez dit, vous avez, excusez-moi. Oui, bien sûr. Parce que des attaques personnelles, on en a à chaque fois que vous trouvez en difficulté. Et ça devient extrêmement gênant. Et jamais il n'y a eu d'intervention de votre part pour faire cesser ces attaques. Maintenant, je voudrais revenir au sujet. Il n'a jamais été discuté en commission municipale du lieu de la salle. Jamais. Quand vous dites « mais vous n'avez jamais posé la question », on n'en a jamais parlé. Ça n'a jamais été évoqué de savoir quel était le meilleur endroit. Est-ce qu'il fallait plutôt être à tel endroit ou à tel autre? On n'en a jamais parlé. Quant aux horaires, on n'en a jamais parlé non plus. Il faut être clair. Donc, si vous dites aujourd'hui « oui, mais ça a été évoqué à de multiples reprises », non, ça n'a jamais été évoqué. Donc, OK, je pense que c'est… Alors, bien entendu, je suis comme tout le monde. Et comme j'ai été un des premiers à poser la question, monsieur le maire, et à poser la question au conseil, que fait-on pour les gens qui sont comme moi en situation de handicap? Je trouve qu'effectivement, 2 ans plus tard, il est génial qu'on puisse avoir une salle accessible aux handicapés. Donc ça, je trouve que c'est une très bonne décision et c'est important de le faire. Mais simplement, pour cette décision comme pour d'autres, je pense que c'est important qu'on puisse en parler avant, qu'on puisse en discuter avant, qu'on puisse, au sein du conseil municipal, parce qu'il me semble que c'est le lieu où on peut le faire, qu'on puisse évoquer les différentes hypothèses et puis voir les différents arguments. Parce que là, vous arrivez avec une solution, elle est très bien votre solution, mais il y en avait peut-être d'autres, et c'est dommage qu'on n'ait jamais pu en discuter. C'est tout. Merci. Bon, allez, on va passer la nuit sur ce sujet. On ne va quand même pas passer des mois et des mois à débattre du lieu où on va mettre où vont se dérouler les séances du conseil municipal. Enfin, on a un vrai enjeu, c'est l'enjeu de l'accessibilité. On l'a réglé, on a trouvé une solution. D'ailleurs, vous l'aviez soulevé vous-même. Et là, ça ne va pas. Et le sujet, c'est d'en débattre et de discuter de ça pendant des mois et des mois. Enfin, je veux dire, à un moment donné, il faut agir, quoi. Sinon, si on ne fait que débattre, on ne fait rien. Bon, allez, une dernière intervention là-dessus, et puis on passe à autre chose. Hein. Il ne s'agit en aucun cas de débattre du fait de déplacer le conseil municipal pour le rendre plus accessible. Évidemment, c'est une très bonne chose. Ça ne se discute pas. Et c'est très bien que vous l'ayez fait. C'est pas ça, vraiment, c'est vraiment pas ça le souci. C'est vraiment, quand vous dites, vous le saviez, etc., on ne pouvait pas deviner que ça pouvait… que les temps d'installation qu'on ne maîtrise pas, qui vous appartiennent et que vous connaissez vous, on ne pouvait pas savoir que ces temps d'installation pouvaient rendre cette installation de conseil municipal dans cette salle incompatible ou du moins difficilement compatible avec l'activité du club de nos aînés. C'est ça qui pose problème. Ce n'est pas du tout le fait de délocaliser quelque part et qui rend le conseil municipal accessible. Ça, c'est formidable. C'est juste comment on peut… Peut-être qu'en décalant l'horaire du conseil municipal, si on est tous d'accord, ça permet à chacun de concilier ses activités. Et je trouve ça assez simple, tout simplement. Pas autre chose, hein. Très bien. Bon, comme je vous l'ai dit, il n'y a aucune difficulté là-dessus, encore une fois. Donc, je pense que ce n'est pas la peine de créer de la polémique où il n'y en a pas. Alors, je vous propose maintenant de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, adopté à l'unanimité, merci. Alors, délibération suivante concerne l'adoption du règlement budgétaire et financier. La parole est à Françoise Doisy, première adjointe en charge des ressources humaines et des finances. Alors, cette délibération fait suite aux 2 délibérations qui ont été adoptées en 2022 et qui concernent le référentiel M57. Pour mémoire, il s'agit de l'instruction budgétaire et comptable la plus récente, qui permet de poursuivre le mouvement de convergence vers les règles d'entreprise, c'est-à-dire convergence compta public, compta privé. La nouveauté portée par ce référentiel, c'est le RBF, le règlement budgétaire et financier, qui était précédemment facultatif et qui devient obligatoire avec le passage en M57. Alors, ce document pose le cadre de la construction et de l'exécution budgétaire pour la commune d'Escalquens. Il précise un certain nombre de fonctionnements, les autorisations de programme, d'investissement, la fongibilité des crédits, la gestion de la dette et les règles de comptabilité publique.
Donc, ce document devra être révisé au début de chaque nouveau mandat et peut être révisé suivant toute évolution réglementaire qui le justifierait. Merci beaucoup, Françoise. Y a-t-il des questions sur ce règlement? Monsieur Paillard. Non, une simple observation, c'est quand même des améliorations majeures dans la gestion et la comptabilité publique, et je pense que ça nous permettra d'avoir une vision beaucoup plus précise, en fait, de ce que fait la commune ou de ce qu'elle ne fait pas, et en fait de l'ensemble des opérations communales. Et je pense qu'on va là vraiment sur des sujets qui en fait nous permettront effectivement en tant que conseil municipal de mieux travailler et à l'administration d'être plus au clair sur un ensemble de choses qui parfois sont un peu complexes et se recouvrent parfois. L'administration était déjà très au clair, mais effectivement, c'est toujours une amélioration de codifier les choses. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de passer au vote. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Donc, adopté à l'unanimité. Merci. Alors, troisième délibération, il s'agit du débat d'orientation budgétaire. La parole est à Françoise Doisy. Bien, donc, Michael. Non, c'est moi qui donne la parole. Michael, si vous voulez bien présenter le document. Alors, en attendant, je voudrais quand même remercier les services et tout, notamment donc le service finance et tout, notamment son responsable, parce que le travail a été fait dans des délais extrêmement courts, puisque ce rapport d'orientation budgétaire a été présenté à la commission finance qui a eu lieu la semaine dernière. Et pour être présenté à la commission finance, il faut qu'il soit envoyé dans les 5 jours précédant cette commission. Ce qui veut dire qu'il était prêt à peu près, on va dire, vers le 20 janvier, sachant que les comptes sont arrêtés fin décembre. Ça vous donne une idée du délai qu'il a resté. Donc, alors, on peut passer peut-être directement à la deuxième planche. Voilà, cadre réglementaire, les principes objectifs du DOB. Donc, je pense que vous avez tous lu le rapport, donc vous voyez ce qu'il y a dans son contenu. On peut passer à la suivante. Alors, le contexte des finances des collectivités locales, donc le pacte de confiance. Ah non, je suis déjà à la suivante. Là, c'est voilà. Le pacte de confiance, donc, c'est les dispositifs de la loi de finances 2023. Le pacte de confiance nous dit maîtrise des dépenses publiques, donc ça, c'est logique. Soutien exceptionnel aux communes pour faire face à la flambée des prix, maintien de l'enveloppe globale de la DGF et aides diverses sur la thématique de la transition écologique. Donc, on peut passer à la suivante. Alors, nous avons maintenant la situation financière de la commune avec les recettes de fonctionnement, avec donc bien sûr la fiscalité. Donc, ce que vous pouvez voir, c'est que conformément à ces engagements, la municipalité n'a pas augmenté les taux d'impôt entre 2021 et 2022, ne l'a pas fait non plus entre 2020 et 2021. Les recettes fiscales qui sont perçues par la commune ont augmenté de 3,4% par rapport à 2021. Cette augmentation résulte de la seule évolution des bases dont la revalorisation dépend pour partie de l'inflation. Donc, c'est une décision nationale. Le taux du foncier bâti que vous voyez à 49,22% en 2022 résulte de la somme en 2021 de l'addition du taux communal qui était à 27,32 et du taux départemental de 21,9 qui est maintenant reversé à la commune. Donc, c'est le résultat de la réforme fiscale de 2020 suite à la suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales. On peut passer à la planche suivante. Donc, les dotations de l'État. On voit qu'une dotation forfaitaire qui avait légèrement augmenté en 2021 est maintenant à nouveau en baisse, ce qui ramène la DGF par habitant à 71 €. Donc, vous voyez, il y a une baisse constante depuis 2019. Donc, la planche suivante. Nous avons la synthèse des recettes de fonctionnement. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette planche? Donc, les produits de fonctionnement sont composés principalement de la fiscalité locale, 4 037 491, des dotations de l'État qui sont en baisse, comme on l'a vu tout à l'heure, des reversements de la fiscalité transférée au SICOVAL, c'est-à-dire l'attribution de compensation et la dotation de solidarité communautaire qui est en baisse elle aussi. Enfin, les produits de service, donc c'est la toute première ligne
qui retrouve un niveau de recettes dans la moyenne des années d'avant la crise sanitaire, même si 2022 est encore impacté. Et enfin, les produits de gestion qui représentent notamment le montant des loyers. On peut passer à la planche suivante, les dépenses. Alors, les dépenses, la première ligne nous donne les charges à caractère général qui sont en hausse, ce qui s'explique par la hausse du coût des fluides, notamment l'électricité, le carburant, ainsi que l'augmentation des prestations et des matériaux. Ah oui, on va retrouver ici la condamnation Solgest. Non, Solgest, c'est un contentieux qui date de 2012 et qui est neutre parce que nous avions une provision qui a été reprise. Et là, vous avez la dépense qui figure ici. Les charges de personnel, 2 éléments exogènes sont venus les impacter. Le premier, c'est la hausse du point de l'indice de 3,5%. Et le deuxième, c'est l'augmentation du montant de l'assurance statutaire à prestations égales, environ 135 000 €. Ce qu'on peut dire là-dessus, c'est que la construction budgétaire très précise de 2022 aura permis d'absorber ces 2 augmentations, puisque l'enveloppe prévue au budget primitif était de 3 746 068 et vous voyez que les dépenses réelles s'élèvent à 3 719 607. On peut passer à la suivante. Là, nous avons les investissements avec les dépenses. Donc, le remboursement de la dette, 340 367. Les opérations d'équipement, donc ce qu'on peut dire, c'est que cette année 2022 se traduit par la poursuite d'un niveau d'investissement particulièrement élevé comparé aux années précédentes, puisque nous avons un montant réalisé de 3 892 225. On peut passer à la suivante, les recettes. Alors, les recettes, ce sont essentiellement des subventions d'investissement qui concernent le gymnase, donc 520 335, donc 400 000 du département, et le reste, c'est l'État. Le FCTVA et la taxe d'aménagement représentent 270 115, dont 181 000 pour la taxe d'aménagement. Nous avons contracté un emprunt pour 2 millions. L'excédent de fonctionnement représente 443 287 et le solde d'exécution de la section d'investissement qui est positif était à 609 417. On peut passer à la planche suivante. Alors, toujours la situation financière de la commune en 2022 et les indicateurs qui sont issus de la section de fonctionnement plus le remboursement de la dette. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que le niveau de l'épargne nette, qui est à hauteur de 112 677, diminue comme prévu entre 2021 et 2022. Diminution qui s'explique par les éléments non maîtrisés vus auparavant. Il est à noter que le contrôle de l'augmentation des dépenses ainsi que le contrôle de l'exécution du budget a permis de maîtriser la dégradation de cet indicateur. On peut passer à la planche suivante, donc la dette. Donc, l'encours de la dette au 31 décembre 2022 s'élève à 5 165 516, sachant que le nombre d'années de désendettement s'élève à 11 années de désendettement. Bon, l'annuité 396 691, ça vous pouvez le voir. La planche suivante. Alors, on passe aux perspectives 2023. Le fonctionnement, donc en termes de fiscalité, toujours pas de taux d'augmentation des taux, donc maintien des taux actuels de la fiscalité communale. Un certain nombre de révisions de tarifs, dont la TLPE, la taxe locale de publicité extérieure, un maintien, on l'espère, des dotations de l'État. L'AC est en cours de calcul avec le SICOVAL et une stabilité des produits de service. La planche suivante, donc les charges. Ce qu'on peut dire, nous allons tabler sur une maîtrise des charges à caractère général en intégrant une poursuite de l'inflation à projeter à 5%, une hausse du coût des matières premières, fluides et assurances également, mais un maintien de l'enveloppe actuelle grâce à une baisse de la consommation et à des mesures d'économie. Les charges de personnel, elles vont augmenter de façon mécanique en raison de l'avancement des carrières, le GVT que l'on calcule à peu près 1,12%, et d'autre part en raison de la revalorisation du point d'indice qui est applicable sur une année complète. En 2022, c'était juste sur 6 mois. Et une hausse des charges de gestion courante également. Je peux passer, voilà, les opérations d'investissement. Donc, on peut voir qu'en 2023,
Les opérations vont s'élever à 4,11 millions. Alors, c'est une estimation, hein, puisque là, nous avons des opérations déjà engagées qui s'élèvent à 2,3 millions à peu près, c'est-à-dire c'est le reste à réaliser de 2022. Donc, on a notamment le nouveau gymnase, l'extension de l'école des Romarins, tout ça, ce sont des coûts partis. Les autres opérations vont faire l'objet d'un arbitrage et pour certains, une demande de subvention a déjà été déposée. Donc, je précise bien que ces montants sont des estimations à la date de rédaction du présent rapport et qui seront débattus pour le prochain budget. Donc, la planche suivante. Donc, pour faire face à ces dépenses d'investissement, nous allons activer bien sûr tous les leviers. Les subventions, donc je précise que les subventions qui sont indiquées sont les subventions notifiées. On ne note pas, ça ne l'ont pas été encore. Donc, sur les 1 142 888 000 concernent le gymnase, 34 000 la rénovation des clochers de l'église et 210 000 l'extension de l'école. Nous avons prévu également des cessions de foncier et un pré-relais de 1,8 million, mais qui ne sera mobilisé qu'en fonction des besoins d'investissement dont les montants définitifs seront arrêtés après les arbitrages budgétaires. Et puis, bien sûr, la FCTVA. Merci. Merci beaucoup Françoise pour cette présentation. Donc, merci également au service pour la qualité du travail qui a été fait. Pour construire ces documents, moi j'insisterai sur quelques points. Premièrement, nous avons passé un exercice budgétaire particulièrement difficile avec une forte inflation sur tous les coûts, avec des demandes d'indemnité de compensation de la part des entrepreneurs qui réalisent les investissements, les travaux sur la commune, notamment au gymnase. Une revalorisation du point d'indice de la fonction publique de 3,5%. Nous avons maintenu malgré tout une dynamique d'investissement sans précédent sur la commune, avec un niveau qui, pour donner un petit ordre de grandeur, qui est quasiment 3 fois plus élevé que les moyennes des dernières années. Nous avons traversé cette période sans dégrader les équilibres financiers, par une politique très rigoureuse sur le fonctionnement courant, et nous l'avons traversé sans augmenter la fiscalité communale. Et nous continuerons dans cette voie, c'est notre stratégie financière, nous n'augmenterons pas les impôts et nous maintiendrons un niveau d'investissement élevé par une politique très rigoureuse sur le fonctionnement courant. Voilà, alors j'en profite avant de vous passer la parole aux uns aux autres pour souhaiter la bienvenue à Madame Hélène Pierson qui nous rejoint. Donc, bienvenue dans cette instance du conseil municipal puisque vous remplacez Madame Ludivine Cureau et c'est votre première réunion du conseil municipal. Donc, bienvenue parmi nous. Voilà, y a-t-il des... je ne sais pas d'ailleurs si vous souhaitez peut-être 2 mots de présentation avant de passer au débat sur le DOB. Alors, je vous remercie pour la parole. Premièrement, je voulais m'excuser de mon retard, mais j'arrivais de Montauban en fin de journée, donc c'est un peu compliqué d'être à l'heure. Voilà, après, qu'est-ce que je suis... Je peux vous dire mon métier, je suis escalquinoise depuis un petit moment déjà. Alors, lyonnaise d'origine, mais escalquinoise de cœur depuis presque 15 ans maintenant. Voilà, je suis... donc, j'ai passé... Donc, tous mes 2 enfants ont passé leur scolarité à Escalquins. Et moi, je suis aux manettes d'une petite société qui s'appelle Action Achat, qui est un cabinet conseil et organisme de formation spécialisé dans les achats publics et les marchés publics. Voilà. Qui est mon domaine d'expertise. À votre disposition si vous avez des questions. Très bien, merci beaucoup. Très bien, bah, écoutez, donc si on revient sur le débat d'orientation budgétaire, qui souhaite intervenir? Madame Macouk. Monsieur le maire, merci. Au nom de la liste Un souffle citoyen, nous vous avons adressé un courrier vous proposant une motion de renvoi de la délibération numéro 3
En effet, le rapport d'orientation budgétaire qui est joint à la délibération numéro 3, qui était joint dans les documents remis aux élus, ne satisfait pas aux exigences de l'article L. 2312-1 du CGCT et à l'obligation d'information des élus sur la situation économique et financière prévisible de la commune en raison d'omissions majeures. Les recettes de fonctionnement qui vous ont été présentées là, nous ne les avions pas, avec les perspectives d'évolution des recettes fiscales, des dotations et des produits de services. Le scénario d'évolution des charges de fonctionnement et le résultat prévisionnel attendu étaient absents. L'encours, la structure détaillée de la dette, la capacité de désendettement n'y étaient pas non plus, de même que le détail des cessions et emprunts en investissement, la priorisation des dépenses d'investissement. Le rapport ne comprend pas non plus le tableau prospectif de la section de fonctionnement correspondant au programme d'investissement 2023-2026 qui vous a été présenté, qui intègre normalement l'épargne brute et nette, les besoins de financement, le fonds de roulement, le capital restant dû et la capacité de désendettement, toutes données nécessaires à la tenue d'un débat d'orientation budgétaire. Nous avons donc proposé la motion suivante au vote du conseil municipal. La délibération numéro 3, débat d'orientation budgétaire, est retirée de l'ordre du jour de ce conseil et renvoyée en commission pour permettre de compléter le rapport d'orientation budgétaire et l'inscrire à l'ordre du jour d'un prochain conseil municipal. Je vous remercie. Très bien. Alors, Madame Macouk, moi, une motion de renvoi, je ne sais pas ce que c'est. On est dans un conseil municipal, nous sommes des élus municipaux. Nos échanges sont encadrés par le Code général des collectivités territoriales. J'ai cru comprendre que votre document est en fait une demande de modification de l'ordre du jour, si j'ai bien compris, mais je l'ai peut-être mal interprété. Dans ce cas-là, ce n'est pas une motion, on n'est pas pas une organisation syndicale et je ne suis pas d'employeur. Il s'agit d'une modification de l'ordre du jour en droit. Or, en droit, et si on se base sur notre règlement intérieur, une modification de l'ordre du jour doit être adressée par écrit, effectivement, mais 10 jours avant le conseil. Là, en l'espèce, les conditions de forme ne sont pas respectées, donc je ne donnerai pas suite à cette demande. Sur le fond, cette fois, vous dites que vous ne respectez pas le cadre. D'abord, c'est faux. Le cadre réglementaire est respecté. Françoise Doisy va vous expliquer pourquoi, elle va détailler la réponse, mais sur le fond, je m'inscris totalement en opposition avec ce que vous dites. Françoise. Alors, vous faites référence à l'article L12-312 du Code général des collectivités. Donc, il y a une partie qui vous manque. C'est l'article 107 de la loi NOTRe qui a modifié ces articles dont celui-ci et qui dit notamment, s'agissant du document sur lequel s'appuie ce débat, les nouvelles dispositions imposent au président de l'exécutif un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés, ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Mais il précise aussi le formalisme relatif au contenu de ce rapport, à sa transmission et à sa publication, reste à la libre appréciation des collectivités, en l'absence de décret d'application. Et puis, je voudrais revenir à votre demande. Donc, vous parlez des recettes de fonctionnement, des perspectives d'évolution des recettes fiscales. Il faut reprendre le rapport, c'est indiqué page 4. Vous parlez des scénarios d'évolution des charges de fonctionnement, c'est indiqué page 14. Et vous parlez de l'encours, la structure de la dette, page 12. Et les opérations d'investissement, page 15. Donc, tout est dans le rapport. Alors, je pense qu'on ne se comprend pas, plaît. mais l'année… S'il vous plaît, c'est moi qui donne la parole. Donc, encore une fois, je veux dire, la technique, on la connaît bien. C'est toujours pareil. On vous adresse des documents, vous n'avez rien à dire sur le fond, et à chaque fois que vous attaquez la forme, vous attaquez la qualité du travail qui a été fait par les services. Donc, arrêtez de remettre en cause la qualité du travail. Les documents qui vous sont envoyés le sont dans les délais prescrits par la réglementation. Ils respectent complètement le cadre juridique et ils sont de qualité. Vous les avez eus pour les commissions, puisque nous organisons des commissions systématiquement avant le conseil. Vous y étiez, vous n'avez rien dit. Et maintenant, vous m'envoyez une motion 24 heures avant pour attaquer la forme. Alors, si vous avez des interventions sur le fond, je vous ai… Oui, merci, oui.
Non, c'est vrai que vous êtes un peu dissipé, mais bon, c'est pas grave. Donc, s'il vous plaît, avez-vous des questions sur le fond, des interventions sur le fond ou non? S'il n'y a pas d'intervention sur le fond, alors je passe au vote. D'accord? Maintenant, il y en a assez que vous attaquiez systématiquement le travail qui est fait par les services. Y compris les commissions. Je suis désolée, mais l'année dernière, nous avions un rapport d'orientation budgétaire pour lequel nous vous avions félicité parce qu'il était précis et il nous permettait d'avoir ces éléments. J'ai repris exactement les éléments manquants entre le rapport de l'année 2021 et celui de 2022 et celui de 2023. C'est tout. Non, Donc, non, je me non, c'est suis pas aperçue- tout. Vous avez critiqué Non, la conformité avec le cadre réglementaire. il y a le C'est ce cadre que vous avez critiqué, Madame Macoupe. mais l'année. Or, le cadre réglementaire est respecté. Bon, Voilà. alors, admettons, mais maintenant, Ça, c'est un bel exercice de démocratie quand même. Hein. On n'a rien à dire sur le fond. On s'en va. Bravo. Débat de politique générale, rien à dire sur le fond. Débat d'orientation budgétaire, rien à dire sur le fond. Incroyable. Les administrés sont contents. On n'est pas à l'Assemblée, mesdames et messieurs de l'opposition. Hein. On ne réforme pas les retraites. On est à Escalquens. Hein. Allez. Ah, ouais, on va être... On ira plus vite. Hein. Voilà. Bien, je constate. Alors, le quorum est-il respecté pour délibérer? Alors, je constate 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Le quorum étant à 14, nous pouvons donc continuer à délibérer valablement. Donc, sur le débat d'orientation budgétaire, y a-t-il des questions ou des commentaires? Donc, je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité, merci. Délibération numéro 4, donc Marie-Claire Loz va rapporter. Il s'agit de la gestion des livres de la médiathèque qui s'appelle désherbage, parce que je ne connaissais pas l'expression. Oui, je ne vais pas vous parler de jardinage, mais effectivement, de désherbage des ouvrages de la médiathèque. Ce nom est un jargon des bibliothèques publiques. Donc, en 2013, il y avait eu une délibération du conseil municipal qui avait défini une politique de régulation des collections de la médiathèque. Cette politique suit les critères et les modalités d'élimination des documents n'ayant plus leur place au sein des collections de la médiathèque municipale. Cela consiste à éliminer les ouvrages en mauvais état physique ou ayant un contenu manifestement plus d'actualité. Ces ouvrages seront détruits et valorisés comme papier à recycler. Et les ouvrages en bon état mais ne correspondant plus au public seront proposés à des institutions qui pourraient en faire usage. Des associations caritatives, des associations de parents d'élèves, des écoles, des EHPAD, etc. Donc, je vous propose, alors sur plusieurs années, la médiathèque a retiré de ses rayons et stocké en réserve environ 1200 livres. Donc, c'est de ces 1200 ouvrages dont on parle. Et donc, une majorité d'entre eux doivent être éliminés, car ces livres ne sont plus demandés, sont jaunis ou poussiéreux. Il paraît qu'ils sont très poussiéreux pour certains. Voilà, donc je vous propose de délibérer et de valider cette délibération pour que la majorité d'entre eux soient éliminés ou reproposés en don à des associations ou des instances. Merci beaucoup, Marie-Claire. Y a-t-il des questions ou des commentaires sur cette délibération? Donc, s'il n'y en a pas, je vous propose de passer au vote. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité des présents. Merci. Alors, la prochaine délibération concerne le choix du nom du futur gymnase, donc, elle est présentée par Marie-Claire Loz, toujours. Marie-Claire, c'est à toi.
Alors, comme décidé lors du dernier conseil municipal, une commission s'est réunie au sujet pour trouver un nom à ce futur gymnase. Donc, comme prévu, il est proposé au conseil une liste de 4 noms, 2 noms masculins et 2 noms féminins. Je vais vous dire rapidement quels sont les noms qui sont proposés ce soir. Donc, le premier nom est Alice Mia, qui est née en 1884 et qui est décédée en 1957, qui était une nageuse, une hockeyeuse, une rameuse, mais qui était aussi et surtout, je dirais, cofondatrice et présidente de la Fédération des sociétés féminines sportives de France, militante active pour la reconnaissance du sport féminin au niveau international. Elle devient présidente du club Femina Sport en 1915 et fait partie des fondatrices de la Fédération des sociétés féminines sportives en 1917. Elle fait de la participation des femmes aux Jeux olympiques son plus grand combat et devant les multiples refus du Comité international olympique, le CIO, de les intégrer aux compétitions, elle décide d'organiser des compétitions féminines. Le premier meeting international féminin a lieu à Monte-Carlo en 1921 et la première édition des Jeux mondiaux féminins à Paris en 1922, nommés à l'époque les Jeux olympiques féminins. Le succès de ces Jeux olympiques féminins est tel que le CIO autorise enfin les femmes à concourir dans le sport roi de l'athlétisme moderne, l'athlétisme. Non, oui, je ne sais pas ce que j'ai dit. Bien que le CIO accepte d'organiser des compétitions féminines, il en profite également pour les mettre sous tutelle de fédérations dirigées par des hommes. Au vu de son combat, Alice Mia reste une figure encore trop méconnue de l'histoire du sport, et c'est pour ça que ce nom a été retenu lors de cette commission. Le deuxième nom est Marguerite, dite Margalite Lebon-Didier, qui est une pyrénéiste, escaladeuse, première femme à pratiquer le ski dans les Pyrénées en 1908, dans le cadre d'un concours, et elle a entrepris avec son époux, Louis Lebon-Didier, plusieurs ascensions et courses exceptionnelles dans les Pyrénées. Le couple enchaîne les compétitions de haut niveau et Marguerite adopte définitivement la forme pyrénéenne de Margalite pour son nom. Florence Carpentier, historienne du sport, a dit d'elle, pour créer ce qu'elle a créé en étant une femme de province, jeune, de milieu modeste, elle devait avoir un sacré tempérament. Donc, elle a fait sa première ascension le 30 juillet 1905. Avec son mari, ils ont fondé le musée pyrénéen dans l'enceinte du château fort de Lourdes et ont chacun publié des écrits pour faire connaître le monde de la vie des habitants des Pyrénées. Le couple sut prévoir, avant tous, le spectaculaire développement des sports de montagne auprès des masses populaires et la curiosité croissante des visiteurs de Lourdes pour l'un des tout premiers musées d'art et de tradition populaire de France. Margalite a réalisé elle-même les 150 blasons des villes et châteaux des Pyrénées. Louis et Margalite Lebon-Didier sont inhumés à Gavarnie face au cirque. Les deux noms donc masculins qui ont été retenus par la commission, François Garrido, qui est né en 1922 et décédé en 2014. C'est un résident d'Escalquens, professeur d'éducation physique, formateur de la section de hand de l'ASEAT de Toulouse, président de la Ligue Midi-Pyrénées de hand et fondateur du club de handball à la Beige et cofondateur du club de hand Ciel 31 qui officie toujours dans notre gymnase. Deuxième nom masculin, Bernard Soncourt, né en 1965 et décédé en 2000. C'est un boxeur né à Toulouse, champion du monde de boxe française savate en 1991, plusieurs fois champion de France et champion d'Europe.
Alors, il faut demander comment a lieu le vote, si c'est à main levée ou je laisse monsieur le maire officier. Merci beaucoup, Marie-Claire. Donc, je rappelle que ce nom, en fait, a été proposé par une commission que nous avons mis en place, hein, avec des personnalités qualifiées, des représentants des élus de tous bords, représentant toutes les sensibilités du conseil municipal. Et non, excusez-moi, monsieur le maire, tout le monde, effectivement, toutes les composantes du conseil municipal étaient invitées. Il n'y a que la composante majoritaire qui s'est présentée. Oui, malheureusement. Et nous avions demandé à cette commission de proposer 4 noms, 2 noms d'hommes et 2 noms de femmes, hein, de sportifs ou de personnalités qui se sont illustrées dans le monde du sport. Et donc, ce sont ces 4 noms qui nous sont proposés aujourd'hui. Même les enfants du collège, d'ailleurs, ont travaillé dessus. Oui, hein. Les enfants du collège de la vie, les enfants du conseil de la vie collégienne et les anciens membres du collège. Voilà. Donc, ce sont ces 4 noms qui vous sont proposés. Alors, ce que je vous propose, si vous êtes tous d'accord, c'est, je vais les désigner. Et ceux qui sont en faveur du nom que je désigne lèvent la main et puis on vote à main levée. On est tous d'accord? Alors, Alice Mia. Alors, il va falloir compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, donc 12. Hein, 12 votes, c'est ça? 12 votes. Relevez la main, on va bien vérifier. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 votes. On ne vote qu'une fois. Vous voulez vous arrêter là? Non, pour la forme, on va passer les autres en revue quand même. Non, mais on continue. Alors, Marguerite, dite Margalide Le Bon Didier. 2. François Garrido. 1, 2, 3, 4 votes. Ah, j'ai pas vu. Oui, mais il y avait du mec qui était caché. Donc, alors 1, 2, 3, 4, 5, 6 votes. Et Bertrand Soncourt, 0 vote. Voilà, donc, j'ai le plaisir et l'honneur de vous informer que le gymnase d'Escalquins s'appellera Alice Mia. Voilà. Je demande la parole, monsieur le maire. Alors, Robert. Alors, moi, le choix de mon vote, c'est parce que la parité à laquelle je tiens n'a pas été respectée. Le collège, c'est une femme, Jeanne de Dieu la foi, et j'aurais aimé que ce soit un homme. Et pourquoi? Oui, parce que la parité n'est pas respectée entre le collège, c'est une femme, et donc le gymnase est un homme. Mais il se trouve que la majorité a emporté pour une femme. Et je tiens particulièrement à la parité. La parité n'a pas été respectée. Très bien, s'il vous plaît. Bon, le principe de parité est une chose, le principe démocratique en est une autre. Voilà. Alors, donc, je vous propose d'adopter la délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, adopté à l'unanimité. Merci. Au passage, d'ailleurs, on est obligé de désigner un autre secrétaire puisque le secrétaire que nous avions désigné a failli. Donc, Michel Gouret sera désigné secrétaire de la séance. Alors, s'il vous plaît, on ne se dissipe pas, s'il vous plaît. Vous continuerez la discussion après le conseil, s'il vous plaît. Alors, délibération numéro 6.
Il s'agit de la candidature de la ville d'Escalquens au label national Ville active et sportive, et c'est Marie-Claire qui rapporte. Oui, c'est le label dont Escalquens peut déjà s'enorgueillir, doit être renouvelé cette année. Et l'objectif de ce label est de récompenser et de valoriser les initiatives, les actions et les politiques sportives cohérentes et la promotion des activités physiques sur un territoire sous toutes ses formes et accessible au plus grand nombre. Donc, la ville a obtenu pour la saison dernière, enfin pour les 3 dernières années, le label Ville active et sportive, symbolisé par un laurier. Ce label arrivant à échéance, il convient de la renouveler pour 3 ans. Cette démarche nécessite la constitution d'un dossier de candidature et n'entraîne pas d'autres types de frais pour la collectivité. Donc, joint à la délibération le règlement du label Ville active et sportive qui présente notamment la classification des villes, les critères d'éligibilité et d'attribution de ce label. Donc, je vous propose, chers élus, de valider la candidature d'Escalquens à ce label Ville active et sportive. Merci beaucoup, Marie-Claire. Y a-t-il des questions? C'est clair pour tout le monde. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Merci. Alors, délibération numéro 7. Donc, c'est Marc-Olivier Bensassi qui va la rapporter. Il s'agit de l'avenant numéro 1, marché de travaux pour la construction du gymnase. Marcos. Oui, c'est un avenant donc, qui représente une augmentation de 1 965 €. C'est tout simplement par rapport au mur d'escalade pour une rehausse de 20 cm pour cacher le joint disgracieux du bâti. Voilà. Donc, je vous propose de délibérer là-dessus. Merci beaucoup, Marc-Olivier. Y a-t-il des questions? C'est clair pour tout le monde? Donc, je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Merci. Délibération numéro 8. Il s'agit d'une convention de fonds de concours pour la réfection des trottoirs du lotissement du Sénaous. Donc, c'est Marc-Olivier Bensassi, toujours qui rapporte. Oui, c'est la seconde partie des travaux, donc c'est les enfouissements de réseaux secs, entre guillemets, pour un montant de 444 095 € hors taxe, avec un fonds de concours justement de 167 621 €. Je ne sais pas si c'est hors taxe, peut-être. Voilà, donc c'est pour poursuivre les travaux sur le lotissement Sénaous, tout simplement. Oui, je vous rappelle, donc c'est un travaux de réfection assez lourd que nous avons lancé depuis maintenant quelques temps, quelques semaines, qui vise à rénover à la fois la chaussée, les trottoirs, l'enfouissement des réseaux, donc qui améliorera l'apparence et la voirie de ce quartier. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Donc, adopté à l'unanimité. Merci. Oui. Alors, toujours Marc-Olivier, donc sur le transfert de propriété du radar pédagogique posé par le SDEG. C'est ça. Alors, en 2018, le SDEG a acheté 192 radars pédagogiques. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, il nous rétrocède un radar à notre commune à titre gracieux. Voilà. Hein? C'est généreux. Et pour le métro, merci beaucoup, Marco. Donc, c'est une bonne affaire pour la commune. Hein. Y a-t-il des questions, monsieur Benazé? Je rappelle que ces 3 délibérations ont été évoquées dans le détail en commission technique, urbanisme et environnement. Tout à fait, tu fais bien de le rappeler. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Donc, adopté à l'unanimité. Merci. Et nous avons épuisé l'ordre du jour puisque, eh bien, il n'y a pas de questions orales. Donc, je lève la séance et nous réservons un petit temps d'échange pour les participants ou les participants via Facebook, hein, Michael. Alors déjà, pour le public présent dans la salle, y a-t-il des questions? Oui, allez-y.